Bienvenue dans le podcast à contre-courant, le podcast des mères audacieuses, le rendez-vous inspirant qui met en lumière des femmes et des hommes qui ont choisi de redéfinir leur trajectoire, de créer leur propre voie et de conquérir leur indépendance. Je suis votre hôte, Nathalie Grimaud-Morvillet, et je suis honorée de vous accompagner dans ce voyage extraordinaire. Après plus de 15 ans en tant que salariée dans le domaine du marketing digital et après 4 discriminations à la maternité, j'ai décidé de prendre mon indépendance pour mieux profiter de mes enfants sans renoncer à ma carrière professionnelle. Avec la tribu digitale, j'aide désormais les parents à en faire de même. Dans ce podcast, à chaque épisode, nous vous présenterons des histoires captivantes de mères audacieuses, de pères engagés, mais surtout de parents déterminés qui ont trouvé le courage de se réinventer pour mieux concilier leur vie personnelle et professionnelle. Qu'il s'agisse de maman, de papa ou de famille, notre podcast est un espace où chacun peut trouver une source d'inspiration, de conseils et de perspectives pour embrasser un avenir empreint de flexibilité, d'épanouissement et de conciliation, ainsi que de succès. Si vous êtes à la recherche de nouvelles manières de penser et ou de travailler, ou encore d'astuces, c'est le podcast qu'il vous faut. Prenez dès à présent votre boisson préférée et c'est parti! Retrouvons-nous dans le nouvel épisode du jour. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode dans lequel nous allons découvrir le parcours d'Olivia qui est passée de salariée à entrepreneur car elle était notamment en quête de liberté. En effet, il n'est pas toujours évident de sortir des cases imposées par la société, par nos familles, nos amis, l'école, etc. Et cela demande souvent une grosse remise en question, une résilience et une motivation à toute épreuve. Mais sans plus tarder, retrouvons dès à présent Olivia pour nous partager cette histoire audacieuse. Bonjour Olivia! Bonjour Nathalie. Je suis ravie de t'accueillir et avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que justement tu peux te présenter aux auditrices et aux auditeurs qui nous écoutent? Oui, bien sûr. Merci déjà de ton invitation. Alors, je m'appelle Olivia, j'ai 45 ans et je vis dans le sud de Paris, juste à côté de l'aéroport d'Orly. Côté travail, j'ai été assistante juridique en cabinet d'avocat pendant 20 ans avant de devenir community manager pour les avocates. Et oui, effectivement, tu vas nous en reparler tout à l'heure. Depuis quand tu es maman et surtout combien d'enfants as-tu? Alors, j'ai 2 enfants, je suis maman depuis 2017. Ma fille est née le jour de la Saint-Valentin, donc on a eu un joli cadeau pour ce jour-là. Et mon fils, 3 ans après, en plein Covid. Bon, ils sont tous du début d'année en fait. C'est ça. Est-ce que tu peux nous raconter comment nous nous sommes rencontrés? Alors écoute, je vais pas être très originale par rapport à certaines de tes précédentes invitées du podcast, puisque pendant mon second congé maternité, je scrollais sur les réseaux sociaux et je t'ai découverte, toi et ton concept, tout à fait par hasard. Après de longues semaines de réflexion, j'ai décidé de suivre ta formation. Et nous nous sommes rencontrés en vrai lors de plusieurs événements organisés par tes soins et l'équipe de la tribu digitale, comme par exemple une émission de télé, un séminaire ou alors un simple repas. Tous ces événements qui m'ont notamment permis de sortir de ma zone de confort. Et puis par la suite, tu m'as fait confiance en début d'année 2023 pour la gestion des pages LinkedIn et Facebook de la tribu, ce qui m'a permis de me mettre en action. Exactement, et on va effectivement y revenir tout à l'heure parce que passer du mode salariat au mode entrepreneuriat, c'est pas toujours évident ni simple puisqu'on est vraiment formaté par la société aujourd'hui pour faire des études et notamment trouver un poste en CDI. Exactement. Si tu étais une femme à impact connue, qui serais-tu, mais surtout pourquoi? Alors écoute, pour tout te dire Nathalie, je n'ai jamais rêvé d'être une femme à impact. J'ai juste envie d'être moi, si je ne me trouve pas que des qualités. Et si j'ai pu rêver un jour d'être connue, oui ça m'arrive encore parfois, je dois l'admettre, c'est plutôt pour chanter, mais pas pour changer le monde, très, très honnêtement. Alors pour toi, j'ai quand même poussé ma réflexion un petit peu plus loin et en fait, la première personne qui m'est venue en tête, qui est en parfaite corrélation avec mes valeurs, mon entrepreneuriat, mes intérêts, c'est maître Gisèle Halimi, une avocate franco-tunisienne que tu connais certainement, une figure du féminisme français. Elle a été députée, ambassadrice à l'UNESCO et elle s'est notamment battue pour le droit à l'avortement et la parité.
Et oui, effectivement, on en a d'ailleurs parlé dans un précédent épisode. Comme par hasard, des personnes qui travaillent dans le monde juridique ont toutes les 2 pensé en fait à cette, même personne. Ça semble Voilà, effectivement une évidence. exactement. Avant de plonger justement dans ton parcours entrepreneurial et puis sur le chemin, est-ce que tu peux nous donner un aperçu de ton expérience lorsque tu étais salarié dans le domaine juridique? Parce qu'on sait que c'est un domaine quand même qui demande beaucoup d'investissement et beaucoup d'heures. Et puis peut-être nous expliquer aussi pourquoi tu as décidé de suivre ce chemin de l'entrepreneuriat. Alors, il faut que je te dise, Nathalie, que j'ai vraiment beaucoup aimé mon métier d'assistante juridique. Le milieu juridique m'a toujours intéressée et captivée. J'aurais même rêvé d'être avocate, mais pas super passionnée par l'école. Je ne m'en croyais pas capable. Ce n'est que plus tard, en les côtoyant quotidiennement, que je me suis dit que j'aurais moi aussi pu exercer ce métier finalement. Du coup, le premier cabinet à m'avoir fait confiance à la sortie de mon BTS traitait plusieurs matières en droit civil et mon travail était super varié. Des associés et collaborateurs très humains qui m'ont poussé vers le haut. Au bout de 5 ans d'activité, j'ai intégré le NADEP, qui est l'École nationale de droit et de procédure, qui forme les assistantes juridiques à se perfectionner ou à devenir clerc d'avocat. Et du coup, au bout de 3 ans de formation, j'ai validé la certification de clerc d'avocat. Pour ça, je travaillais le samedi matin, parce que les cours étaient dispensés par des avocats le samedi matin. Et je travaillais assez tard le soir après mon travail. On me permettait de rester au bureau pour travailler sur mes cours. Par la suite, j'ai intégré un cabinet dans lequel je n'ai fait que du droit pénal, aux côtés de l'associé principal qui est devenu bâtonnier de son ordre et là, je dois dire que j'ai adoré. Alors j'étais guidée, je sais pas, peut-être par cette curiosité, tu sais, un peu malsaine, qui fait que tu veux voir, tu veux savoir, tu as envie de voir ce qui s'est passé. C'est terrible, mais c'est quand même ça. Bah là, pour le coup, j'en ai vu des procès-verbaux d'enquête et pas que des belles choses. Mais voilà, il fallait être très actif pour gérer ces procédures et forte de ma formation que je venais de terminer, j'ai pu préparer et suivre les dossiers du début à la fin et j'avais vraiment l'impression d'être utile. Alors si je dois penser à une erreur que j'ai pu faire au cours de mes différents postes au sein des cabinets d'avocats, c'est celle de ne pas avoir porté plus haut ma certification. Parce que je suis quelqu'un à la base de très timide et de peu sûr de moi. Et je ne me suis pas assez mise en avant pour être reconnue à ce niveau. Et puis, à ce moment-là, je commençais déjà à me poser le côté horaire de bureau où tu dois être présente de 9h à 18h, par exemple, pour répondre au téléphone. C'est là où j'ai commencé à réfléchir à autre chose. D'accord, donc ouais, donc d'un côté, en fait, tu as été vraiment passionné par ce que tu as fait et c'est vrai que le monde juridique peut être complètement, passionnant et puis, d'un autre côté et c'est vrai qu'effectivement tu es un peu timide même si, tu travailles tous les jours sur toi. Tu as eu du mal finalement à te mettre en avant pour peut-être avoir des nouvelles responsabilités, des nouvelles opportunités et puis voilà, ce côté très figé du salariat était aussi compliqué, en tout cas pour toi, à vivre au quotidien. C'est ça, exactement. Quels ont été les principaux facteurs qui, justement, ont influencé ta décision de quitter le salariat pour te reconvertir dans un domaine du marketing digital, puisque finalement, aujourd'hui, tu es community manager dans un domaine qui te passionne, hein, le juridique pour des avocats, mais tu as complètement changé de voie et puis aussi, tu t'es lancée en indépendante. Alors, quand j'ai intégré le dernier cabinet pour lequel j'ai travaillé, qui était un cabinet d'avocats au conseil, donc ce sont des avocats qui plaident devant la Cour de cassation et le Conseil d'État, la première chose qu'on m'a dit quand je suis arrivée, c'est: «Tout ce que vous avez appris avant, vous pouvez l'oublier». Et là, je me Ça suis commence dit: bien. «Ça» ouais, c'est OK. J'ai beaucoup travaillé avant, voilà, j'aimais beaucoup ce que je faisais, mince, s'il faut que je recommence tout, ça va pas le faire. Et là, je suis entrée dans un cercle pas forcément vertueux où j'avais l'impression, en fait, de plus pouvoir réfléchir par moi-même. Alors, c'est vrai que les procédures devant la Cour de cassation sont complètement différentes aux autres. Les enjeux sont super importants, mais ma réflexion et mon intérêt étaient intacts et je suis restée motivée. Malgré tout, après quelques années, j'étais toujours surveillée, chapeautée par les assistantes les plus anciennes du cabinet, qui connaissaient tout par cœur et qui savaient tout beaucoup mieux que tout le monde. Et puis, on était aussi sous l'emprise de patrons un petit peu trop paternalistes. Et là, j'ai vraiment décidé de prendre mon envol pour un peu plus de liberté. C'est à ce moment-là que j'ai pensé à l'entrepreneuriat, mais pour faire quoi? Grande question. Voilà. Et donc, la tribu digitale a alors pris tout son sens à mes yeux et je me suis décidée à m'inscrire à la formation. Ok.
Effectivement, donc tu as quand même, réfléchi, puis tu t'es rendu compte que, tu voulais ton indépendance, tu voulais, travailler peut-être comme tu avais aussi envie et pas forcément être, comme tu le dis, surveillée Ouais, c'est pour, ça, ouais. vérifier que tu étais bien au travail, que tu faisais bien les tâches, alors que tu avais, toi-même ta propre responsabilité, hein, de réaliser ton travail, bien évidemment de manière, professionnelle. On voit ici que ça n'a pas toujours, été facile et puis en plus, tu as dû vaincre un gros syndrome de l'imposteur parce que lorsque on te dit: «Bah, tout ce que vous avez appris avant, finalement, vous pouvez le mettre à la poubelle et repartir de zéro», ça doit pas forcément être des plus simples. Comment justement tu t'y es prise face à ce syndrome de l'imposteur? On sait qu'il est très, très présent chez les femmes, encore plus présent chez les mères et qu'est-ce que tu fais au quotidien pour ne pas lui laisser reprendre les rênes? Alors oui, mon Bob à moi, comme on l'appelle, au sein de la communauté, hein, notre cher Bob. Il nous embête, on est beaucoup à être embêtés par ce cher Bob. Alors de base, comme tu le dis, on est complètement mis dans des cases. Dans notre jeunesse, on nous apprend à réfléchir plutôt comme ci ou comme ça. De mon côté, avec un papa gendarme, et je crois que tu me comprendras Nathalie, il n'était pas question d'être borderline ou out of the box comme tu le dis souvent. Il fallait donc bien travailler à l'école, passer ses examens, les réussir et partir gagner sa vie. J'ai envie de dire presque à n'importe quel prix. Tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Avec un papa militaire, on peut dire que on se Et comprend. puis, bah, par la ouais, voilà, je pense aussi. Donc ça, dans un premier temps et puis ensuite mon intégration dans le monde, rigide du droit, voilà, ça m'a pas aidée à développer ma créativité, ce qui fait que, bah, j'ai toujours eu peur de mal faire les choses, peur de décevoir les gens autour de moi et c'est assez handicapant pour aujourd'hui proposer mes services avec aplomb et communiquer notamment sur les réseaux sociaux où on a l'impression que tout le monde voit ce qu'on fait et tout le monde juge, ce qu'on est en train de faire. Donc pour me sortir de ça, j'ai d'abord écouté avec attention tes précieux conseils, et ceux des mamans de la communauté de la tribu digitale qui étaient plus avancées que moi à l'époque. Et puis, grâce aux opportunités de la tribu digitale, j'ai obtenu ma toute première cliente. Et même si notre collaboration n'a pas duré, ça m'a permis de sortir de ma zone de confort et de me mettre le pied à l'étrier. Donc, on comprend là déjà, tu vois, que la mise en action est importante pour la confiance en soi et que d'attendre d'être complètement prête, en fait, ça nous dessert fortement. Ah beh, c'est clair, on n'est jamais vraiment complètement prête, donc en fait, si on attend ça, ben, on attend toute notre vie. Exactement, exactement. Et après, c'est trop tard. Mmh. Parallèlement à tout ça, bah, j'écoute beaucoup de podcasts parce que j'adore ça. J'écoute des podcasts, mindset, entrepreneuriat, productivité, marketing. Pourquoi j'aime ça? Parce que, bah, je peux faire autre chose en écoutant. C'est un petit peu bête, mais voilà, dans notre vie de maman, et d'entrepreneur aujourd'hui, on a beaucoup, beaucoup de casquettes et puis, bah, quand j'écoute des podcasts, je peux notamment, étendre le linge, en même temps et j'ai pas l'impression de perdre mon temps. Et je glane dans tous ces podcasts, des pépites de conseils gratuits et ça me motive et m'inspire au quotidien. Donc ça, je conseille vraiment effectivement les podcasts, c'est un pur bonheur. Et dans tout ce que j'ai pu entendre justement, au cours de ces 2 dernières années, j'ai bien compris une chose. Alors attention, là, je vous livre le conseil de l'année 2024. Attention, écoutez bien! La motivation vient par l'action et pas l'inverse. Si on attend d'être motivé, on risque d'attendre très longtemps et il faut vraiment, vraiment passer à l'action dès qu'on a une idée, même une toute petite idée, même si c'est pas parfait. Voilà. Ce qui m'est arrivé à moi, c'est que je rougis très fort, et mon cœur bat très vite lorsque j'appuie sur le bouton «publier» avant de publier une publication sur les réseaux. Mais une fois que ces quelques secondes sont passées, voilà, on se sent fier de soi et on a envie de continuer pour avancer. Donc, Mmh. passage à l'action immédiat, c'est le mieux qu'on puisse faire. C'est vrai, effectivement, tu as totalement raison. La motivation vient par l'action. Le fait de faire, on va être fiers de nous, ça va nous motiver et ça va nous donner envie, en fait, de continuer. Alors, beaucoup de mamans cherchent justement un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle. On le sait aujourd'hui, c'est pas toujours évident. On court après le temps, on court après le temps lorsqu'on est salarié, on court après le temps pour passer du temps avec nos enfants, etc. Et c'est souvent difficile finalement de trouver le bon équilibre, hein. On fait souvent le jeu de l'équilibriste, même lorsqu'on prend le chemin de l'entrepreneuriat, parce qu'on peut être amené justement, comme on travaille de chez soi, à se dire oh, bah, je vais aller faire une petite vaisselle, je vais plier le linge, etc. Ou à contrario, comme on travaille aussi de chez soi, à ne pas savoir s'arrêter pour prendre du temps en famille le soir, le week-end, etc. Qu'est-ce que toi, tu as mis en place justement pour trouver ton propre équilibre? Alors, tout récemment,
j'ai compris, et pourtant tout le monde le dit tout le temps, hein, mais je crois que je ne voulais pas l'entendre. J'ai compris que pour avancer dans ces projets, il fallait se fixer des grands objectifs découpés en petites actions. Voilà, ça te permet de rester focus, et d'avancer à ton rythme en programmant par exemple ton calendrier détaillé jour par jour, semaine par semaine, mois par mois, chaque client voit comme il l'entend. Mais voilà, programmer ton travail, programmer les moments de sa vie, programmer les sorties d'école, les accompagnements au sport et autres. Et alors, dans le cas de l'entrepreneur, du coup, paradoxe se fait jour, puisque d'un côté, on peut être out of the box en se disant, bah, moi, je ne veux pas définir un emploi du temps fixe et cadré. Si j'entreprends, c'est pour faire ce que je veux. Je pense que beaucoup d'entrepreneurs entreprennent à la base, notamment pour ça. Donc ça, c'est OK, mais si on fixe pas les choses, on part dans tous les sens. Je pense que c'est inévitable et moi, voilà, je l'ai vécu et j'ai perdu du temps, entre autres, à cause de ça. Et puis, de l'autre côté, on est toujours in the box parce qu'on a du mal à se défaire du côté salariat des choses. Et puis, on se dit, tiens, bah là, j'irais bien faire mes courses, mais bah non, je dois travailler, il est 15 heures, c'est l'heure du travail, là, pour tout le monde, on travaille. Et en fait, bah non, qui l'impose? Si moi, j'ai prévu de faire mon travail le soir à 20h30, une fois que les enfants sont couchés, parce que j'ai pas pu le terminer dans la journée ou parce que j'avais autre chose de prévu, c'est moi qui l'ai décidé et je vais le faire comme ça et ça va très bien se passer. Donc voilà, qui a dit qu'on devait passer sa semaine au bureau entre 9h et 18h et rien d'autre? La société. Ouais, c'est ça. Ben, c'est ça. On en revient toujours au début de notre conversation. On est On est formaté. formaté, voilà, exactement. Et il faut se déformater et c'est pas toujours évident. En tout cas, quand on a travaillé plus ou moins longtemps dans le salariat, comme tu le dis, on se sent un peu coupable de se dire « Ah, mais il est 15h, je vais aller faire mes courses ». Mais sauf qu'en fait, on peut se dire « Je vais aller faire mes courses à 15h, j'aurai pas le monde du week-end ou le monde même du soir, je vais être beaucoup plus rapide et je vais pouvoir travailler à un moment donné où je serai aussi plus productive et pas forcément à 15h si justement j'ai le coup de barre de l'après-midi parce que… j'ai été, je sais pas, déjeuner avec un client et que j'ai bien mangé, etc. Bah, effectivement, c'est l'avantage, mais on a un peu cette culpabilité parfois. Exactement, exactement. Finalement, c'est une stratégie aussi, hein. C'est une stratégie de travail. Exactement. C'est les bonnes choses au bon endroit. Donc, moi, ce que je conseille, voilà, enfin, ce que j'ai fait en tous les cas, c'est d'intégrer dans nos agendas nos tâches pro, nos tâches de vie, de famille, de le répartir comme bon nous semble. En fait, je pense qu'il faut s'écouter. Voilà, moi, de mon côté, je cale mes séances de sport dans la semaine. Je prévois certaines journées de travail plus courtes pour aller chercher mes enfants un peu plus tôt. Et puis, je fixe mes semaines à l'avance pour réaliser des actions et pas me demander tous les jours oh là là, sur quoi je vais travailler aujourd'hui? Bah non, en fait, il faut que tout ça se soit réfléchi d'avance et c'est comme ça qu'on avance. Effectivement, et le penser avant. Alors moi, je sais que, et je crois que d'ailleurs c'est une stratégie ou en tout cas quelque chose que je partage beaucoup avec les membres de la communauté. Quand je regarde mon agenda du lendemain le soir, mon esprit le matin est hyper productif, c'est-à-dire je sais ce que je dois faire, je sais à quel moment j'ai des rendez-vous, etc. Et donc à quel moment je peux mettre mes tâches, on va dire, que je vais faire en solo. Les soirs où j'oublie de regarder mon agenda du lendemain, c'est la catastrophe. J'arrive devant, ouais, je fais. Et aujourd'hui, je fais quoi? Et ça semble en fait, ça semble tout bête, mais ça fait une énorme différence sur la productivité de la journée. Ah oui, oui, je suis tout à fait d'accord avec toi. Bon, du coup, tu travailles de chez toi. Comment ta famille, elle, a intégré le fait que tu travailles à domicile? Et donc, il y a des moments où bah, maman est disponible pour être maman, et puis il y a des moments où maman n'est pas disponible, puisqu'elle est concentrée sur ses activités professionnelles. C'est marrant parce que ça me fait penser à une petite anecdote qui s'est passée du coup là pendant les vacances de Noël où j'étais en famille. J'ai la chance que tout le monde me soutient. Voilà, là-dessus, j'ai beaucoup de chance. Je n'ai pas de paroles négatives sur ce que je fais, voilà, ou de contre-indications. Non, tout le monde me dit vas-y, fonce, tu vas y arriver. Donc là-dessus, c'est formidable. Par contre, je pense qu'ils n'intègrent pas effectivement que je travaille réellement. Et du coup, pendant les vacances de Noël, j'ai pu entendre des choses comme bah, comme toi, tu travailles pas. Enfin, non, tu es à la maison, quoi. Ou alors, bah, quand tu auras trouvé un vrai travail. Et, et là,
Je me suis arrêtée une seconde et puis bon, bah, j'ai pas relevé parce que ça me fait plutôt sourire. Mais oui, on se rend compte que c'est pas encore complètement intégré dans la tête des personnes. Et malgré tout, on n'ose pas me déranger la journée quand même, on n'ose pas me téléphoner parce qu'on sait que je travaille. Donc tu vois, c'est un petit peu ambivalent. On sait pas trop comment se positionner. Voilà, donc ça J'aime bien la voilà, partie réflexion pour amusante. pouvoir trouver un vrai travail, effectivement. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est assez drôle. Ouais. Et puis, bah, pour les enfants, voilà, quand ils sont avec moi, bah, ils savent que quand maman est au bureau, faut pas la déranger, faut pas faire trop de bruit. Voilà, j'essaie de leur donner des activités à faire pour qu'ils soient occupés et que ça parte pas dans tous les sens. Et parfois, la fée télé m'aide un petit peu aussi parce que c'est quand même, malheureusement assez pratique. Mais dans l'ensemble, non, ça se passe plutôt très bien, il y a pas de souci. Bon, ben top. Est-ce que tu aurais justement quelques conseils à partager avec d'autres mamans qui envisagent de faire ce saut vers l'entrepreneuriat dans le domaine du marketing digital ou dans un autre domaine d'ailleurs, peu importe, mais surtout pour qu'elles puissent réussir à jongler entre entreprise, développement, obligations professionnelles et puis responsabilité familiale? Bah, la première chose, que je dirais, c'est si vous avez envie de vous lancer, voilà, ne vous mettez pas de barrière. N'hésitez pas, même une toute petite envie, si l'envie est là, je pense que c'est important de la satisfaire. Si on n'est pas certain d'y arriver, il faut absolument, se faire accompagner. Si on manque de confiance, il faut absolument se faire accompagner. Voilà, il y a plein de choses qui sont possibles pour tout le monde. L'accompagnement, c'est motivant, ça modifie notre perception des choses, ça nous inspire. Ça nous évite beaucoup d'erreurs en écoutant des personnes qui sont déjà passées par là avant nous. Donc, c'est super important. Et même les plus grands entrepreneurs, ceux dont la vie nous paraît être un rêve pur, ceux qu'on voit sur les réseaux sociaux, par exemple, eux aussi se font accompagner. Donc, voilà, il n'y a aucun problème à ça et il faut surtout pas hésiter à le faire. Ça ne fait que faire avancer plus vite. Et puis, voilà, se fixer rapidement un vrai planning de travail à respecter, se mettre en action très vite. Et le must du must, c'est éviter de se comparer aux autres. Oh oui, 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 ça je suis 100% d'accord avec toi et je le répète beaucoup aux membres de la communauté, mais aussi à mes enfants, parce que parfois ils se comparent aussi les uns aux autres et chaque fois je leur dis, mais en fait, vous n'avez qu'une seule personne auprès de qui vous comparez, c'est la personne que vous étiez hier, c'est tout. Exactement, ouais. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ça, c'est hyper difficile, hein, mais c'est vrai que non, on est tous différents, on avance tous chacun à notre rythme, avec des systèmes et des stratégies différentes. Et si on trouve que quelqu'un fait quelque chose de bien à côté de nous, et ben, avec du travail, on arrivera aussi à faire la même chose. Donc, il n'y a pas de, il y a aucune raison de se comparer aux autres. Et les entrepreneurs le disent eux-mêmes, d'ailleurs, dans tous ceux que j'écoute sur les podcasts, quand ils regardent ce qu'ils faisaient au début, ils y croient à peine. Ils disent que voilà, ce qu'on fait au début, c'est pas forcément le meilleur de notre travail, mais avec les années, avec l'action, eh bien, tout se met en place et on devient performant, il n'y a pas de souci. Tout à fait. Et puis on apprend de nos erreurs, on apprend à faire mieux aussi, on a aussi des opportunités qui nous permettent de faire mieux et tout Ouais. ça nous permet aussi de nous améliorer. Ouais, 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 exactement. Est-ce que tu peux nous partager ta plus grande réussite ou en tout cas un moment en particulier que tu as particulièrement apprécié suite au lancement de ton activité? Alors écoute, ma plus grande réussite, Nathalie, avoir enregistré une émission de télé avec toi. C'est vrai, j'arrive à chacune vous faire venir sur mon émission de télé, j'adore ça. Alors là, autant te dire que c'est une complète sortie de ma zone de confort, voilà. Moi qui rougis à chaque fois que j'ouvre la bouche en public, là, j'ai dit oui sans réfléchir et d'ailleurs, je crois même que c'est plutôt moi qui t'ai proposé de venir. Tout à fait, j'ai lancé un petit appel comme ça, comme je fais souvent. Tu m'as répondu, bah ok. Ouais, et là, je me suis dit: «Bon, bah, allez, si tu y vas pas, une autre ira, donc fonce et tu aviseras sur place». Et alors, j'ai mis un moment avant de la regarder, mais maintenant, quand je visionne l'émission, voilà, je me dis que je suis pas trop mal finalement. Ça s'est plutôt bien passé. C'est vrai, mais comme à chaque fois, hein, d'ailleurs, toutes celles qui viennent sur l'émission, souvent sont: «Ah, est-ce que je vais y arriver?» Et en fait, elles se débrouillent, vraiment très, très bien, donc il faut juste se faire confiance. C'est ça, c'est ça. Et puis parfois pas réfléchir. Faut y aller. Pas trop réfléchir. Pas trop réfléchir, c'est ça. Exactement, mais ça revient à se mettre en action, c'est exactement ce que tu nous disais Ouais, en début, finalement, avec cette interview, la boucle est bouclée. parfait.
En tout cas, merci beaucoup Olivia d'être venue aujourd'hui et puis de nous avoir partagé ton expérience et je dirais même ta sagesse face à l'entrepreneuriat. C'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup peur à de nombreuses mamans, à de nombreuses femmes parce que comme tu le dis, on a été formaté, on a appris à devenir un salarié, voire même parfois un salarié modèle. Et le fait de devenir entrepreneur, on devient notre propre responsable, notre propre patron. Et finalement, on ne peut plus râler auprès de la direction parce qu'il y a telle ou telle chose qui ne convienne pas. C'est à nous, en fait, de prendre nos propres décisions pour pouvoir y arriver. Et c'est vrai que cette sortie de zone de confort, elle fait souvent, souvent peur. En tout cas, je te souhaite vraiment beaucoup de succès dans ton parcours entrepreneurial parce que moi, j'ai aucun doute et je te le dis depuis, on va dire, quelques années maintenant, quant à ta réussite, je suis persuadée que tu vas faire vraiment de très, très belles choses. Merci beaucoup, Nathalie. Merci également à nos auditrices et nos auditeurs aujourd'hui qui nous ont rejoints, qui ont écouté avec passion le témoignage d'Olivia sur son parcours de salariée à entrepreneuse. Vous êtes à chaque nouvel épisode de plus en plus nombreuses et nombreux. Et d'ailleurs, si cet épisode vous a parlé, n'hésitez pas à le liker, à le commenter ou même à le partager auprès d'un de vos contacts qui en aurait besoin depuis votre plateforme préférée. Vous pouvez également nous laisser une note, on sera ravis et surtout, on adore lire vos commentaires. En attendant notre prochain épisode dès mercredi prochain, je vous souhaite à chacune et à chacun une très belle journée, après-midi ou soirée et on se retrouve très vite. À bientôt!